Le GH5-6 de chez Panasonic qui vient de sortir et qui est la suite de la grande lignée des GH5, GH5S et même avant des GH4, etc., etc., est arrivé dans le marché très concurrentiel des hybrides en même temps que des caméras de cinéma qui sortent aussi les unes après les autres, dont celle d'Arri où on a beaucoup parlé sur cette chaîne. Mais vous attendez certainement mon avis tant sur cette caméra pour savoir si oui ou non c'est une bonne caméra ou du bon matériel, je ne sais pas. On regarde ça ensemble. Alors moi je suis un heureux possesseur du GH5S qui est en train de me filmer ici. Je filme dans les conditions classiques, 4K, 420, 8 bits, en Vlog. Et j'y applique une petite lutte misilutienne que vous pouvez retrouver gratuitement sur Misiflix. Voilà, que j'adapte évidemment en espace colorimétrique Red Watt Gamut, Reglog 3G10, facilement sur DaVinci. Et je viens de voir sur YouTube, je viens de voir via mes confrères qui l'ont testé, qui ont eu l'appareil en main. Moi, je ne l'ai pas eu, parce que moi, je ne suis pas un YouTuber testeur. Je donne mon avis simplement par rapport à l'expérience que j'ai, par rapport à ce que j'attends. Et on verra d'ailleurs à cette deuxième partie de vidéo ce que je pense. Oui ou non, est-ce véritablement une caméra de cinéma? On en parlera juste après. Mais voilà, moi je suis un heureux possesseur du GH5S que franchement je kiffe mon boîtier depuis tant d'années que je l'ai. Avec mes deux petits zooms 12-35 et... merde, je sais plus, 12-35 et l'autre c'est le 50-100, je sais plus. Voilà, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un boîtier que je me sers d'ailleurs pour faire mes vidéos YouTube et que je me sers éventuellement lorsque je fais très rarement, mais ça m'arrive, du corporate, voilà, et que j'ai besoin de pas me faire chier, de pas me traballer dans mon sac à dos une Alexa, du pied, des filtres, des merdes, etc., des batteries, des chargeurs, que j'ai envie que tout tienne dans un sac à dos, et je suis très heureux du GH5S. Alors maintenant, le GH5 6 va-t-il me séduire ? Et déjà par son prix, qui est quand même intéressant. Alors, il y en a qui vont dire que c'est très cher, 2199 €. Pour moi, c'est... mais c'est donné. Je vous le dis, les amis, c'est donné. Alors, pourquoi je dis que c'est donné, ce prix ? Parce que je fais partie de ceux qui ont connu l'équivalence pour 70 000 €. Et de chez Panasonic, qui s'appelait, jadis, il y a 15 ans, la Varicam, qui était grosse, énorme comme une caméra broadcast, qui allait jusqu'à 60p maximum, et qui enregistrait en 4.2.2, et qui n'avait pas de Vlog. Ils n'avaient pas de Vlog, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas une image aussi belle. Et on faisait à l'époque, enfin moi j'en faisais pas parce que j'étais pas encore... chef opérateur, mais des chefs opérateurs que je connaissais l'utilisaient pour faire de la série, du téléfilm, et ça marchait très bien. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui, un modèle plus compact, qui est meilleur, voire largement meilleur que les Varicam il y a 15 ans, pour 2199 €, vous m'excuserez les amis, mais moi je trouve que ça resterait presque le prix du flycase de la Varicam. Alors... je trouve que bon, alors je veux pas venir sur l'ergonomie, le petit bouton rouge rajouté en bas, voilà, la ventilation, l'écran qui se tourne, etc., etc. C'est pas ce qui m'intéresse forcément le plus. Moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, c'est le capteur. Alors déjà, on est parti sur un capteur 4 tiers. Alors c'est bien parce que ça me fait penser aux Arri Alexa. C'est bien, ils ont copié. Alors, je sais pas s'ils ont copié, enfin, bon, à mon avis, ils se sont inspirés, en tout cas, des modèles de caméra Alexa qui ont des capteurs 4 tiers. Alors, c'est pas véritablement des capteurs 4 tiers, c'est des capteurs avec un ratio de 1,55, mais qui permet de faire de façon bâtarde de l'anamorphique en x2, en utilisant du 1,20, ou alors en utilisant du 16 neuvième pour faire du 16 neuvième sphérique. Là, ici, c'est un peu pareil, sauf qu'on a un capteur 4 tiers,
cap tiers donc 1,33 qui correspondrait donc plus, si on veut réellement utiliser tout le capteur pour faire de l'anamorphique, à des optiques anamorphiques de rapport 1,8. C'est pour ça qu'il existe des rapports 1,8. 1,8 parce que si vous faites 1,8 fois 1,33, vous arrivez à peu près 2,40, 2,39 qui est le ratio de l'anamorphique. Donc je crois qu'il y a des... J'ai vu quelques optiques low cost circuler sur YouTube avec des petites reviews là-dessus qui expliquent voilà, des rapports de 1,8. Bah voilà, le 1,8 pourrait aller très bien sur le GH5i6. Donc je suis assez séduit par cette forme de capteur où j'aurais l'impression, lorsque je fais de l'anamorphique, de ne pas réellement trop tronquer dans le capteur, ce qui est plutôt une bonne chose. Parce qu'il faut savoir, une chose qui est importante, c'est que l'anamorphique en numérique, on perd naturellement de la def. Donc c'est pas le moment d'en perdre, justement en croppant trop dans le capteur. Donc j'aime beaucoup ce capteur un peu bâtard, quoi, qui me permet d'avoir à la fois du 17 neuvième, donc qui est proche du 1,85, au 4 tiers. Très bien. Alors je suis aussi évidemment très séduit, et c'est la première chose qui me séduit, c'est l'Apple ProRes 422 HQ interne. Alors, pourquoi déjà, avec mon GH5, je peux faire du 422 interne, 10 bits, sauf que je le fais jamais pour une simple raison, c'est que le fait d'enregistrer en H264 me fait ralentir ma petite bécane que j'ai pour monter, et ça me casse automatiquement les couilles, et je me dis, bon, du coup, je ne vais pas me faire chier, je vais rester en 420, ça me suffit largement. Or, la caractéristique du 422, c'est il y a moins de compression, mais en revanche, c'est beaucoup plus facile de l'interpréter et de le lire sur les machines. Et notamment le 422 10 bits HQ, c'est quand même quelque chose qui se lit pas mal. Alors il y a le 422 tout court, pour ceux qui veulent faire d'économie. Mais le 422 HQ, c'est quand même un super format. Moi, j'ai toujours été très 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 fan de l'Apple ProRes. Ça me rappelle ma petite Blackmagic que j'avais à l'époque, qui me permettrait de faire du 422 HQ. Et franchement, le 422 HQ est très propre. Très 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 propre. Et moi, il est absolument hors de question. Alors, il y en a qui s'amusent à ça, il y en a même beaucoup qui le font. Mais je suis contre les enregistrements externes parce que ça devient tout de suite un merdier pas possible. Et que pour moi, l'avantage de tourner avec ce genre de petits appareils hybrides, c'est que c'est faire de l'économie de place, d'énergie, de tout ce que vous voulez. Et c'est de pas avoir tout en double relié par un câble. Je ne vois pas l'intérêt. Franchement, alors je vais peut-être faire un débat sur les espaces commentaires, avec grand plaisir, mais je ne vois pas l'intérêt quand je pars sur ce genre de boîtier, de partir dans des configs lourdes. Voilà. Donc c'est pas du tout... pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le 422 10 bits est très bon. Et d'ailleurs, quand on faisait l'enregistrement externe, c'était pour avoir du 422 10 bits. Donc là, franchement, je ne vois pas l'intérêt de mettre des enregistreurs externes sur ce genre d'appareil, et encore moins de mettre tout un système de rig avec des matbox, avec des tiges, avec des follow, avec des machins. Pour moi, c'est... Non, putain, je prends une vraie caméra pour ça, quoi. Ça m'intéresse absolument pas. Pour moi, c'est véritablement le côté léger, facile que peut me procurer l'appareil. On y a ajouté la double stabilisation d'image interne, mécanique. Oui, très franchement, sur le GH5S, ça m'a pas trop manqué, mais c'est vrai que c'est un plus, il y est, tant mieux. Pour le prix, je trouve que c'est un plus. Voilà, je suis évidemment très séduit par ce capteur, ce nouveau capteur de 25 millions de pixels. Alors, je suis ravi, j'ai juste pas très bien compris, mais ça c'est le grand mystère chez les GH5, en tout cas les GH5S, c'est où se trouve la valeur nominale, et surtout comment se fait cette transition, parce que vous savez, on switche pas d'un capteur A à un capteur B, il est automatique, il est un peu comme sur les Blackmagic, c'est automatique, sauf que sur la Blackmagic, ça pose de réels problèmes le fait qu'il soit automatique, parce que très vite, si on se trouve sur un extrême haut ou un extrême bas, d'un seul coup on perd ou on gagne trop de dynamique, ce qui est parfois très piégeant. Or là, on ne sait pas du tout. Pour moi, ça a toujours été le grand mystère sur mon GH5S, c'est de me dire, mais quelle est réellement sa valeur nominale? Je ne parle pas de la valeur native, que ça on peut réellement trouver en fouillant sur internet, mais la valeur nominale. Et du coup, on ne sait pas trop s'il y a une bascule, et surtout, j'ai fait des essais en long, en large, en travers, je n'ai jamais vu de perte de dynamique entre les basses sensibilités et les hautes sensibilités de cet appareil.
ça reste un grand mystère. J'en sais rien pour le GH5-6, comment il va passer. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait un dynamic booster sur cet appareil qui permettait, via justement ces deux sensibilités, de pouvoir gagner un diaph de sensibilité. Alors, moi, je suis toujours assez méfiant sur le fait qu'il faut activer un booster pour pouvoir bénéficier de ce mode-là et que ça soit pas quelque chose qui soit fonctionnel en interne. Ça me fait penser un peu chez Red quand ils ont sorti le HDR-X, c'est-à-dire cette façon de prendre deux images, une image A et une image B en simultané, l'une après l'autre très rapidement, donc de tourner à 50p pour finalement faire du 25p et de mixer les deux images, car réellement c'est resté du début jusqu'à la fin un gadget, à tel point que au début on s'en amusait de l'utiliser et finalement on l'utilise pas, personne l'utilise. Voilà, alors je sais pas, parce que si on est gourmand de dynamique et qu'on n'est pas satisfait de la dynamique qu'on nous donne déjà, mais réellement c'est voilà, ça, j'ai jamais pu utiliser ce mode-là qui posait quand même quelques problèmes en conséquence, notamment sur les mouvements. Donc voilà, donc je suis assez, je demande à voir sur ce coup de booster de sensibilité. Et sinon, je suis voilà. Après, dans les caractéristiques, alors il y en a qui disent qu'il est trop gros par rapport au Sony A7. Ouais, mais bon, vous me faites rire parce que vous achetez des Sony A7 et vous mettez tout un rig à côté avec des câbles partout, on dirait un tuning de caméra, alors que très franchement, je suis pour l'utilisation de ce genre de caméra dans sa plus grande simplicité pour pouvoir ne pas me faire chier, quoi, réellement. Voilà, pour être clair, voilà, je suis assez séduit par les capteurs des GH5 qui sont réduits et qui du coup nous permettent d'avoir des optiques pas trop chères et qui ouvrent à 2.8 pour des optiques pas trop chères justement, et ce qui permet d'avoir, en y mettant un peu le prix, des optiques qui ouvrent vraiment à des ouvertures telles que je crois de 1, 1.2, etc. Et qui permet réellement d'avoir des très belles profonds de champ, enfin plutôt des très belles baisses de profondeur de champ. Voilà, je suis donc très ravi. Je l'achèterai pas, je vais pas l'acheter parce que pour moi mon GH5S me suffit largement. Mais si je devais passer, si j'étais vraiment quelqu'un qui travaillait vraiment dans le corporate toute la semaine, oui, je serais passé sur ce format-là. Maintenant, la question de savoir est-ce que c'est une caméra de cinéma. J'en ai parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un live avec Monsieur Caméra sur les tendances. Non, je ne suis pas un chef opérateur aigri, les amis. Non, je ne suis pas un chef opérateur frustré. Je suis un chef opérateur qui ne veut pas me faire chier quand je tourne, qui n'a pas envie de perdre du temps avec du gros matériel et qui rêve un jour de tourner, pourquoi pas, avec peut-être le GH5-8, qui sait, ou le GH5-10, pour faire des téléfilms et pourquoi pas des films cinéma. Mais pour l'instant, ce qui est problématique aujourd'hui sur l'utilisation de ce genre d'appareil dans des configurations de cinéma, c'est que il y a deux solutions. Soit on est obligé de le riguer dans tous les sens avec des Teradek, des follow focus, du rig partout, des matbox, et ça ressemble à rien et c'est une galère monumentale avec des prises HDMI qui vont péter au bout de 2-3 jours. Ou alors il faut changer radicalement les équipes, la façon et la mentalité de travailler pour pouvoir opérer sur des boîtiers qui ressemblent tels à des hybrides, c'est-à-dire avec un renvoi minimum des accessoires, d'assistants, d'équipes caméra, etc., qui permettent chacun évidemment de travailler sur les boîtiers et qui, en supprimant ces accessoires, car l'idée est là, c'est de ne pas rajouter 40 000 accessoires et de ne pas avoir une roulante pour un GH5, donc ce serait changer clairement la mentalité. Alors, je sais que la nouvelle génération est prête de changer de mentalité, mais cette génération où nous travaillons actuellement, je ne suis pas sûr qu'elle est encore capable. C'est ce qu'en gros on en avait parlé avec Monsieur Caméra sur l'idée de dire est-ce qu'un jour les hybrides passeront à la vitesse supérieure et arriveront, oui, à arriver sur le marché du cinéma et du téléfilm. Ma réponse est oui, elle arrivera. C'est obligé. C'est obligé parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, dans les caméras de cinéma numérique, on est en épaule de courbe et là, on est sur la courbe linéaire. C'est-à-dire que là, on est du 4.2.2, bientôt on mettra du 4.4.4 12 bits.
Ça va arriver, ça va arriver. Donc à un moment donné, il va y avoir un basculement. Je le vois comme ça dans les prochaines années. Mais pour l'instant, ce qu'il faudrait avant de basculer le matériel, ce serait de basculer les mentalités. Et ça c'est pas le matériel qui va, enfin c'est le matériel qui va l'imposer d'une certaine manière, mais c'est vraiment une question de mentalité, de production et tout qui pour le coup nous dépasse. Réellement quand on veut vraiment travailler dans des configurations, parce que l'idée encore une fois c'est que ça ne ressemble pas une caméra avec 50 flycase d'accessoires à côté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche et je vous dis à très vite. Merci, ciao.